Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la médiation en Suisse romande d'un point de vue de la musique. Mais avant ça, je voudrais juste accueillir de la meilleure manière tous les étudiants de la filière pédagogique qui viennent des hautes écoles de musique, c'est-à-dire les étudiants du Master de pédagogie de Lausanne, et puis aussi ceux de Genève. Et puis expliquer aussi qui est présent dans cette salle et pourquoi est-ce que vous êtes là. Parce que si cette école d'hiver a débuté un petit peu, enfin pas un petit peu, complètement hier après-midi, en fait aujourd'hui on a une triple identité avec les étudiants qui sont présents aujourd'hui, une triple identité très intéressante sur laquelle je voudrais juste revenir sur un point, et puis vous expliquer aussi finalement pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Parce que tout est nouveau. Cette école d'hiver est nouvelle. Pour nous, ici, l'IRPM est en tout cas un institut qui est naissant. Et puis la collaboration aussi entre les hautes écoles dans la filière pédagogique, c'est nouveau. Donc, juste quelques mots par rapport à ça. D'abord, cet IRPM qui vous accueille et qui est très heureux de vous accueillir, c'est un institut en fait qui a vu le jour à partir du moment où notre conservatoire est devenu une haute école. Okay, vous le savez certainement, avec le principe de Bologne, quand on est devenu des hautes écoles de musique, on avait comme prérogative aussi d'ouvrir des instituts de recherche en parallèle. En Suisse romande, il y a deux hautes écoles de musique, celle de Genève, qui est liée à celle de Neuchâtel, et puis celle aussi ici, de Lausanne, qui est liée, alors Lausanne c'est dans le canton de Vaud, et qui est liée avec le canton de Fribourg et le canton du Valais. Ces deux hautes écoles ont donc avaient comme prérogative donc d'ouvrir des instituts de recherche. C'est Genève qui a commencé en ouvrant un institut de recherche sur les musiques et les arts de la scène, un vrai institut scientifique. Et puis, parce que les deux hautes écoles sont très complémentaires, il ne s'agissait évidemment pas pour Lausanne d'ouvrir quelque chose qui ressemblait à ce modèle. C'est la raison pour laquelle l'Institut roman de pédagogie musicale a vu le jour, avec finalement un cahier des charges un tout petit peu différent. Ce n'est pas un institut scientifique, ce n'est pas un institut de recherche. L'IRPM, c'est un institut qui est là en fait d'abord pour avoir la responsabilité de la filière pédagogique des étudiants. D'accord. La filière pédagogique, c'est quoi dans une haute école de musique? C'est différentes orientations. C'est l'orientation du master de pédagogie instrumentale et vocale. C'est également l'orientation du master de pédagogie de musique à l'école. Donc instrumentale et vocale, c'est le diplôme qui permet d'enseigner dans les conservatoires et écoles de musique. C'est également donc le master de musique à l'école qui permet, lui, d'enseigner dans l'école publique. Et puis c'est aussi l'orientation du master pédagogique musique et mouvement. Musique et mouvement, c'est en fait la technique d'initiation Jacques Dalcroze. C'est certainement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. En fait, la Suisse a été vraiment précurseur au niveau de l'initiation musicale, au niveau des méthodes actives, avec différents pédagogues comme Jacques Dalcroze ou bien Edgar Willems, qui ont créé en fait vraiment un système d'initiation par le corps, un système d'initiation musicale. Bref. En tout cas, l'IRPM a la responsabilité de cette filière pédagogique, qui est une grande filière pédagogique, pour notamment s'assurer qu'on est en pleine veille métier. Vous savez, c'est des mots qui sont apparus aussi pour nous assez récemment, qui disent que c'est important pour nous de vérifier que les enseignements qu'on donne correspondent aux besoins des terrains. Et c'est ça, en fait. L'IRPM, c'est vraiment un institut de connexion sociétale qui nous permet de lier, en fait, des liens, voilà, de lier des liens avec les écoles de musique, avec les orchestres, avec l'école publique, pour faire en sorte qu'on soit finalement le passeur entre les enseignements qu'on peut donner et puis la réalité des terrains. On sait aussi qu'aujourd'hui, le métier de musicien, qu'on soit dans une école de musique, qu'on soit dans un orchestre, qu'on soit un auto-entrepreneur, tous ces métiers s'élargissent. Et c'est important, en fait, pour l'IRPM de pouvoir accompagner l'élargissement de ces nouvelles missions, que ce soit
pour les étudiants de la filière pédagogique, mais aussi pour les professeurs qui sont déjà en place. Donc l'IRPM, c'est évidemment la filière pédagogique, mais aussi toute cette mission de formation continue et d'accompagnement de l'élargissement des métiers pour les professeurs déjà en place. C'est dans cet esprit-là que, en fait, cette école d'hiver est née. Elle est née parce que l'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer à Royaumont avec Michel Duchesneau, avec Irina, qui sont de l'Université de Montréal, et puis aussi avec Cécile, avec Hyacinthe, qui sont de l'Université Paris-Sorbonne. Et c'était en fait très intéressant de rentrer dans cette école d'hiver pour confronter nos points de vue, pour débattre autour des sujets, et puis surtout pour pouvoir finalement aussi mêler nos expériences, mais nos expériences de métiers différents. Puisque finalement c'était avec l'Université de Montréal, avec les musicologues, avec aussi derrière les sociologues de Paris-Sorbonne. Et puis pour moi, c'était aussi important de pouvoir mêler le profil de musicien, d'artiste musicien, pour encore une fois se servir de la richesse du statut des autres pour pouvoir enrichir sa propre pratique. C'est la raison donc pour laquelle ici à l'IRPM nous avons été largement partie prenante pour pouvoir développer cette école d'hiver et pour pouvoir mettre à disposition des étudiants des hautes écoles de musique ces quelques jours. Ces quelques jours que nous avons imaginés en étant un vrai mélange qui nous ressemble, celui entre la théorie et celui entre la pratique, et de pouvoir encore une fois offrir cette formation aux étudiants des hautes écoles de musique. Alors évidemment, les étudiants des hautes écoles de musique, c'est pas juste... ils sont pas représentés dans toute cette salle parce qu'il y a beaucoup de monde. Ici, sur l'ensemble des deux sites, c'est plus de 1000 étudiants. Donc, il fallait faire un choix. Je vais en parler dans ma présentation, mais c'était assez intéressant de se dire qu'il y avait une cible toute trouvée dans la maison, parce que le mot de médiation est certes nouveau dans les hautes écoles de musique, même si c'est des missions qu'on a déjà remplies, puisque ce genre de médiation dont on va parler se ressemble vraiment avec la pédagogie. Mais en tout cas, il y avait une niche dans nos cursus, dans nos plans d'études, c'est que les étudiants qui sont en second master, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont pour la plupart déjà fait un master de musicien soliste, un master d'interprète en orchestre, eh bien, quand on fait un second master dans la maison, pédagogique, eh bien, on a un concert de médiation à faire. C'est quelque chose qui a été mis parce que au départ, c'était dans l'ingénierie de formation, il y avait un récital instrumental qui n'était plus d'actualité. Je vous le dis très rapidement, c'était logique que quand on fait d'abord un master de soliste avec un récital à la fin, avec le haut niveau d'excellence qu'on peut imaginer avec un diplôme de soliste, de musicien d'orchestre, eh bien c'était un peu paradoxal de redemander à des étudiants qui faisaient un cursus de pédagogie de refaire un récital. C'était un peu se planter une balle dans le pied. Donc c'est comme ça qu'à la place de ce récital, le concert médiation est apparu. À Genève comme à Lausanne. Il y a 4 ans, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé ici à Lausanne, ici à la Haute École de Musique. Je suis arrivé pour structurer une mission de médiation de la musique. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler tout de suite. Évidemment, en voulant faire une structuration de ce genre de mission, il fallait absolument faire un état des lieux, faire un diagnostic de ce qui existait, parce que même si j'ai fait mes études ici, je n'étais pas dans la mouvance ici de comprendre les lois, de comprendre tout ce qui se passait autour de la médiation de la musique. Et donc j'ai commencé par faire ce travail de diagnostic, d'état des lieux, qui m'a permis ensuite de pouvoir étayer finalement les missions que nous allions construire. En tout cas, avant de vous parler de ça, c'est donc les raisons pour lesquelles
tous ces étudiants sont dans cette salle, et ainsi que toutes ces personnalités de Suisse romande qui ont bien voulu venir assister à ces quelques jours, c'est cette école d'hiver. C'est pour nous vraiment quelque chose d'important à porter, parce que c'est une dynamique, c'est une façon aussi de se positionner, de dire que, vous voyez, cet Institut roman de pédagogie musicale accompagne au mieux les nouvelles missions des musiciens. Et encore une fois, puisque c'est l'accueil finalement de tous les étudiants musiciens aujourd'hui, j'aimerais vous dire la chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir encore une fois vous enrichir du monde des autres, du monde des autres vues des étudiants. Et donc, cette formation, ces quelques jours que vous allez vivre ici, c'est dans cet esprit qu'ils ont été créés. C'est d'abord pas sur la confrontation, mais sur le débat entre théorie et pratique. C'est la raison pour laquelle vous pourrez assister à des concerts au niveau des pratiques, que vous pourrez interroger des publics adolescents, des publics familiaux. C'est la raison aussi pour laquelle jeudi matin, au niveau de la pratique, nous avons souhaité faire une table ronde professionnelle avec, encore une fois, la plupart des interlocuteurs actifs au niveau de la médiation en Suisse romande, mais aussi de pouvoir bénéficier de tous ces cours théoriques, de toutes ces intellectualisations pour pouvoir affiner vos perceptions, pour pouvoir affiner ces sujets, parce qu'on le sait bien, en fait, la médiation de la musique, comme la médiation culturelle, c'est des sujets qu'on voit de plus en plus, qu'on voit apparaître, et c'est toujours intéressant, enfin c'est même très important, je pense, aujourd'hui pour s'inscrire dans la société, de pouvoir appréhender, se faire une idée autour de la médiation de la musique. Parce que, ici, en Suisse romande, voilà bientôt 30 ans que le mot médiation a envahi d'une certaine manière inflationniste les mondes de la culture. Que ce soit dans les musées, que ce soit dans les théâtres, à propos des arts visuels, de la danse, du patrimoine, de la musique, parfois même de l'histoire ou de la science, les activités de médiation qui visent à favoriser l'appropriation collective des différentes formes d'art sont présentes partout et semblent quelque part souligner aussi le besoin de développer de nouvelles pratiques. Elles sont même ici maintenant guidées par des articles de loi. Malgré les apparences, et même si l'utilisation du mot médiation semble novateur pour certains, le sujet évidemment de la démocratisation culturelle existe depuis bien longtemps, en Suisse comme ailleurs. Mais il est intéressant de noter que jusqu'alors, cette orientation avait plutôt été portée par les mouvements d'éducation populaire, alors qu'elle connaît aujourd'hui un terrain vraiment fertile au sein des institutions culturelles. Au milieu de ces bouleversements, l'étude donc du développement de la médiation de la musique en Suisse romande par les RPM suit une certaine logique, car ce sujet interroge tant les enjeux et les perspectives d'avenir pour les musiciens, mais aussi c'est quelque part l'avènement de techniques pédagogiques innovantes. Ça nous permet aussi d'interroger la formation continue et même l'adéquation avec les exigences de métier en constante évolution et en plein élargissement. De fait, donc, les institutions de formation professionnelle spécialisées, comme nous, ici, au sein de la HESSO, de l'EMU, alors HESSO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Haute École Spécialisée, d'accord? Ici, nous sommes des Hautes Écoles Spécialisées, et SO, c'est Suisse Occidentale. Donc, ces institutions de formation professionnelle spécialisées sont au cœur de cette réflexion, car elles doivent représenter un moyen stratégique, irremplaçable, de mise à disposition de futurs professionnels susceptibles de garantir la prise en compte et les conditions de développement culturel sur les territoires. Ces enjeux, comme cette démarche donc, concernent l'ensemble de la profession musique, qu'on soit aujourd'hui professeur dans une école de musique, dans un conservatoire, mais aussi qu'on soit membre d'un orchestre, qu'on soit un musicien indépendant ou un auto-entrepreneur. Aujourd'hui, le terme de médiation est vraiment récurrent. Donc, faire un état des lieux au sujet de la médiation de la musique en Suisse romande induit forcément le fait de situer le contexte historique d'apparition. Sans prendre ici, évidemment, le temps de revisiter l'histoire, il me paraissait quand même important de rappeler que la formidable volonté de diffusion des savoirs, que l'éveil des consciences et l'instruction publique sont des sujets bien antérieurs à la cinquantaine d'années qui viennent de s'écouler, parce que permettre l'accès aux grandes œuvres afin de favoriser une élévation qui conduirait à une société meilleure relève évidemment déjà de l'utopie des Lumières ou de Rousseau, avant de passer par le courant de pensée d'éducation populaire.
Lorsqu'on cherche l'origine de médiation culturelle, selon Elisabeth Caillet, ces mots médiation culturelle vont apparaître en France autour de 1985, au moment où on va se poser la question de savoir s'il faut que ce soit des enseignants ou des animateurs culturels qui vont se charger de la vulgarisation des discours dans des nouveaux espaces consacrés au public, plus précisément dans le nouveau parc, dans le nouveau musée du parc de la Villette, la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et on choisira ainsi le terme de médiation de façon très opportuniste, parce qu'il fallait surtout le distinguer de l'enseignement et de l'animation culturelle. C'est ainsi que, d'un temps où l'on disait qu'il fallait surtout rien entre l'œuvre et le public, on passait à la prise en compte des visiteurs, en créant autour d'eux des actions culturelles, des animations, ce mot, évidemment, un mot utilisé à l'époque avec une certaine condescendance. C'est peut-être pour ça qu'on a appelé médiation. Je vous le rappelle juste la signification de animation qui veut dire donner de l'âme, qui correspond quand même plutôt pas mal. En Suisse romande, comme en France, c'est dans le milieu muséal que s'entament des réflexions autour de la médiation culturelle. En 1989, c'est un conseil international des musées et deux comités de l'Assemblée des musées suisses qui vont se réunir pour entamer une réflexion sur les différentes professions actives dans les musées. Le relais ensuite sera pris par une association suisse des médiateurs culturels de musées qui s'appelle Médiamuse, qui est créée en 1994, avec comme but de rassembler et de mettre en réseau les personnes et les institutions actives dans le domaine de la médiation culturelle de musées et dans des domaines apparentés. C'est donc autour des années 90 qu'on va commencer à voir les débuts de partenariat entre les musées et l'école. Juste un tout petit détail. Je vous parle depuis tout à l'heure de la Suisse romande, et c'est vrai qu'il faut quand même que je vous donne quelques repères par rapport à ça. La Suisse romande, c'est quoi ? C'est la partie francophone de la Suisse, d'accord ? La Suisse romande, c'est au niveau des territoires à peu près un quart de la géographie, c'est 23%. Elle recouvre différents cantons, vous le savez certainement. La Suisse est organisée en cantons, en 26 cantons différents. Et puis la Suisse romande, c'est le canton de Genève, le canton du Jura, à l'exception d'une commune, il me semble. C'est le canton de Neuchâtel, c'est le canton de Vaud, et une partie des cantons de Berne, de Fribourg et du Valais qui, eux, sont bilingues. La superficie totale, parce que ça reste un petit territoire, la superficie totale de la Romandie, c'est environ 10 000 km², et puis ça regroupe environ 2 millions d'habitants. Mais la Romandie, c'est pas... elle n'a pas d'existence politique autonome. Non. Elle regroupe donc 7 cantons ou parties de cantons, lesquels sont tous indépendants avec leur propre institution, leur propre loi. Okay ? Et au niveau des cantons, pour revenir à ce que je vous disais, pour parler de celui de là où on est dans le canton de Vaud. Donc le canton de Vaud se dote, lui, d'une structure école-musée, créée en 1991 par 2 enseignantes qui vont ensuite être rattachées au service des affaires culturelles. Mais cette structure école-musée, elle est là pour faciliter la rencontre entre les institutions culturelles vaudoises et les écoles par le biais de dossiers pédagogiques. Des dossiers pédagogiques qu'elle va éditer, évidemment à visée scolaire. Et puis ensuite, les choses vont progresser avec d'abord l'édition d'un agenda culture-école qui va proposer une sélection d'offres culturelles pour le public scolaire et les enseignants. Et ensuite, c'est le memento, médiation culturelle, qui apparaît. Et puis peut-être, ou déjà, des nouveaux... Je vois Myriam, parce que Myriam, un nouveau programme qui se profile. Bon, voilà. En tout cas, les choses... il est intéressant de noter quand même que pour la plupart des cantons, et c'est le cas dans d'autres espaces francophones, la plupart des cantons vont s'élargir de la même manière, c'est-à-dire d'abord l'entrée se fait par les musées en direction des scolaires, et puis ensuite le musée s'ouvre au fur et à mesure à la culture. Dans le canton de Fribourg, par exemple, juste à côté, c'est la même chose. On a au départ un programme qui s'appelle Culture École, qui est né en 2003. Et puis, c'est la direction de l'instruction publique et du sport et de la culture qui soutient financièrement l'organisation de représentations scolaires par les acteurs culturels fribourgeois. En Valais, je vous ai dit, c'est notre identité ici. On est dans une école qui est Vaud-Valais-Fribourg. En Valais, le gouvernement, lui, a décidé de regrouper dès 2005
toutes les activités culturelles du canton dans une entité unique et de créer un programme qui s'appelle Étincelles de culture. Au départ, les musées cantonaux proposent de nombreuses visites pour les étudiants, pour les scolaires, en lien évidemment avec un plan d'études roman qui s'appelle, qui est le PER, qui uniformise tous les enseignements. Et puis, au fur et à mesure, comme partout, presque, on s'ouvre du musée à toutes les activités culturelles. En tout cas, aujourd'hui, en Suisse, on peut dire que la médiation culturelle est au centre des politiques de la culture des villes et des cantons, mais aussi depuis peu de la Confédération même si la culture n'est pas l'affaire de la Confédération, mais des cantons. Par exemple, il n'y a pas au sein de la Confédération de ministère de la culture. Non, il y a un département fédéral des affaires étrangères, on a un département fédéral de l'intérieur, on a un département fédéral de la justice et de la police, on a un département fédéral qui m'amuse bien, qui est de la défense, la protection de la population et des sports. On a un département fédéral des finances, un département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, et puis un département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. En tout cas, bien que l'État central donc, ne jouait pas un rôle sur le plan culturel, il y a quand même, dans les années 2000, un premier article sur la culture qui a été intégré dans la Constitution fédérale, et puis ensuite, une nouvelle loi en 2009 qui a été votée, qui a été appliquée en 2012, la loi sur l'encouragement de la culture, qui contient plusieurs passages qui visent vraiment et très clairement à une démocratisation culturelle. Donc, ainsi, et très clairement, le public est devenu un nouvel enjeu des politiques de la culture en Suisse. À noter également que la définition même de la culture se trouve précisée et un peu transformée pour moi au passage. Je vous le lis. La politique culturelle de la Confédération ne prétend pas amener chacune et chacun à ce que l'on appelle la grande culture classique. Son objectif est plutôt au titre de l'égalité des chances, de faciliter à l'ensemble des groupes sociaux, et notamment aux enfants et aux jeunes, l'accès à une large palette de formes d'expression culturelle. Pour cet élargissement, c'est une association, une sorte de fondation qui va être créée, qui s'appelle Pro Helvetia, qui va devoir, elle, avoir un cahier des charges aussi assez clair, puisqu'on leur demande de s'assurer que les producteurs d'art n'oublient pas le public. Ici, plus proche de nous, donc, la Constitution vaudoise, pour vous donner un exemple, affirme que le canton conduit une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture. Et on a une loi, le référentiel du canton de Vaud, énonce dès lors, depuis 2003, l'importance des publics et de l'accès à la culture. On a une loi en 2014 qui a été votée à l'unanimité, enfin plusieurs lois, à l'unanimité et mise en vigueur au printemps 2015. Il y a une loi qui est sur la vie culturelle et sur la création artistique, et une deuxième qui est sur le patrimoine mobilier et immatériel, deux lois qui sont venues en fait rebooster les sujets culturels. Pour vous donner un exemple aussi et vous montrer que la médiation culturelle est présente dans la loi ici vaudoise, il donne clairement une définition finalement de la médiation culturelle en disant « domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes ». Et en résonance à ce genre de loi, il va y avoir par exemple des moyens qui vont être mis à disposition dans le canton de Vaud avec un fonds cantonal de sensibilisation à la culture et aux activités de médiation qui est là pour soutenir en fait des projets particuliers pour pouvoir, encore une fois, promouvoir cette médiation culturelle et artistique. Certes, donc, cette émergence fait entrevoir des évolutions notables, mais finalement, on peut aussi s'apercevoir qu'elle nous renvoie à des attentes politiques croissantes au sujet des responsabilités sociales des structures culturelles subventionnées. Ce qui peut aussi nous amener parfois à une certaine confusion dans la définition des missions et dans les méthodes pour y parvenir. Parce que si la médiation culturelle repose sur une interrogation sans cesse renouvelée de la place, du rôle et de la légitimité de l'institution culturelle, elle conduit aussi, finalement, à se poser la question de cet objectif non satisfait de
justice sociale dans la répartition des biens culturels, du besoin de refonder sur d'autres bases le paradigme général de démocratisation culturelle. Donc finalement, toutes ces lois qui sont assez positives viennent nous poser une certaine question de la légitimation de la culture par le social. Comme je vous l'ai dit juste avant, donc, les politiques culturelles publiques, fédérales ou cantonales suisses, s'élargissent en faveur d'un déploiement d'actions pour la sensibilisation et l'éducation aux arts, tout en encourageant très clairement le croisement des initiatives en matière d'innovation sociale. Ces deux axes de mobilisation, on les retrouve aussi très clairement dans ce que je vous disais juste avant, le plan d'études roman, qui a des objectifs fixés donc, pour les degrés, on parle des scolaires, donc pour les degrés préscolaires, pour les degrés primaires et secondaires, enfin en tout cas pour le secondaire 1, et renforcer tout ceci aussi par une prise de décision, une prise de position par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, CDIP, qui affirment, eux, très clairement, alors après, parfois l'application est différente, mais là, ils ont pris une position qui dit que la formation musicale fait partie intégrante du mandat éducatif de l'école. C'est comme ça donc que finalement, autour de nous, de nouveaux enjeux sont apparus, qui croisent à la fois donc la question de la démocratisation culturelle, de la rencontre des publics qui ne seraient pas des publics acquis, et des situations éducatives et sociales diverses. C'est ainsi donc que ces sujets politiques, conjugués à une évolution de la société qui bouleverse les modes d'apprentissage, ont créé un mouvement de fond qui interroge les modalités, les méthodes, évidemment, de l'enseignement musical en Suisse comme à l'étranger. L'évolution la plus significative est certainement celle qui accorde le retour d'une place prépondérante à la pratique, notamment collective, dans la musique, traduisant le terme de développement musical comme étant plutôt aujourd'hui un concept global et ne se focalisant pas uniquement sur les capacités instrumentales ou cognitives des enfants ou des plus grands. Ainsi, le terme de médiation culturelle est utilisé par un nombre croissant d'intervenants pour parler d'approches visant à construire ou peut-être à reconstruire de nouveaux liens entre les citoyens et la culture. En Suisse, donc, il chapeaute un vaste ensemble de pratiques allant des actions de développement des publics à l'art participatif, visant à stimuler la transmission, l'appropriation et la rencontre des citoyens et des publics par le développement de la sensibilité, de l'altérité, de la subjectivité et même du sens critique. Mais toutes ces lois, finalement, aussi, pour nous, viennent constater finalement la mutation du rôle des artistes dans la société. Ça vient souligner qu'il y a certainement un besoin urgent de mettre sa place, de remettre peut-être à sa place la musique, je parle de la musique classique en général, dans la société. Et nous ne pouvons que constater qu'un effort comparable doit être effectué également, en tout cas c'est le constat que nous avons fait, pour les musiciens eux-mêmes, notamment dans leur formation. Parce que c'est pas parce que, encore une fois, que c'est pas parce que les missions s'élargissent que la qualification des musiciens s'adapte automatiquement. Et c'est certainement à nous, hautes écoles spécialisées, de pouvoir adapter nos enseignements pour pouvoir, encore une fois, appréhender au mieux ces nouvelles missions. Il faut dire que peut-être qu'à travers le temps, peut-être influencé par une certaine notion de culture légitime, dont vous avez certainement déjà entendu parler, eh bien, il y a une certaine idée du musicien, artiste, intouchable, surspécialisé, au nom d'une exception culturelle qui est apparue. Et finalement, cette surspécialisation a commencé à créer une mise en marge progressive de la profession face au changement de la société. De fait, il convient alors de s'interroger sur la place donnée ou sur la place prise par les interprètes de la musique ou par ceux qui l'enseignent. Et donc, encore une fois, dans ces cas, la responsabilité constructive incombe à la formation initiale et à la formation continue des interprètes et des pédagogues de la musique afin d'appréhender ce véritable obstacle qui est pour nous cette politique de démocratisation culturelle, afin que l'obstacle principal ne soit pas la culture elle-même. C'est sans doute donc la formation des musiciens qui a besoin de médiation plutôt que celle de la musique elle-même. La médiation de la musique n'est pas nécessairement une priorité dans cet art qui est un moyen de transmission, de partage, de langage autonome. Mais par contre,
le besoin de dialogue renouvelé, l'évidence de la nécessité de sensibilisation font apparaître la médiation musicale qui prend encore une forme pour moi de pédagogie. Eh bien, ça devient un moyen essentiel de faire goûter au plaisir de la musique, de sensibiliser, de favoriser l'écoute, de cultiver du goût. Parce que les missions assignées à la culture évoluent, donc, que la volonté d'accroître les possibilités de rencontre s'élargissent, avec cette notion de public non acquis qui apparaît, eh bien, des aménagements et des évolutions sont nécessaires afin que les conditions objectives de mise en œuvre se concrétisent. Et c'est sous cet angle que la médiation de la musique est apparue ici. Et surtout parce que cet enjeu a été compris et appréhendé par une personne de la haute école. Je parlais de Hervé Klopfenstein. Cependant, ces transformations fragilisent évidemment parfois les institutions culturelles qui doivent être en perpétuelle adaptation, et c'est notamment sur la place de l'artiste dans la société, qui est donc tiraillée, comme je vous le disais, entre sa position hystérique... Pas hystérique. C'est pas un lapsus, vous allez voir du tout. Qui est tiraillée entre sa position historique idéalisée de personnage romantique et libre, et l'adresse de la société qui lui fait, en fait, l'adresse que la société lui fait de production culturelle, sociale, adaptée et adaptable. Ben voilà, c'est comme ça que cette idée de médiation est apparue et qu'elle doit être débattue. Néanmoins, bien qu'il convienne de s'interroger sur le concept d'artiste médiateur, qui se fonde peut-être plus sur la question de la place qu'il occupe dans la société que par une pratique artistique à part entière, il faut dire aussi que la mythification de l'artiste conforte sa position élitaire et fait parfois quelque peu dévier le débat. Parce qu'il est impossible de nier que la façon d'appréhender la médiation dans la musique est parfois un peu polémique. En effet, si les artistes jouent parfois avec cette idée qui se transforme parfois aussi en manière d'être, leur contact avec les publics, bien, soyons francs, se résume parfois à un grand monologue, comme je suis en train de faire, assez égocentré, qui se termine par l'éternelle phrase « Vous avez des questions ?» Comme si la base de l'échange avec un public devait être la recherche d'éléments de compréhension, de savoir, de connaissance, plus qu'un appel à l'expression sensible. Et c'est le profil de l'artiste médiateur, finalement, n'était que la figure symbolisant les besoins d'une évolution de pratique artistique. En tout cas, cette logique souligne la nécessité d'identifier aussi la zone de confort des artistes pour agir en tant que médiateurs, de trouver un équilibre, finalement, entre les valeurs esthétiques et les valeurs sociales des projets, mais un besoin identifié pour les identités professionnelles. Il ne s'agit pas de dire à partir de demain, tous les musiciens doivent devenir des médiateurs. Non, certains ne seront pas forcément prêts à le faire, d'autres ne se destineront pas à ça. En tout cas, il s'agit plus pour nous de dire que ça fait partie d'un geste professionnel qu'il faut pouvoir appréhender et donc proposer. C'est par la formation qu'on fera aussi comprendre aux artistes que leur responsabilité a une double nature, c'est-à-dire qu'ils ont certaines compétences à acquérir dans le champ de l'art, évidemment, et qu'ils ont également quelque chose à jouer du côté des publics et des territoires. Quoi qu'il en soit, si la généralisation de la médiation dans le monde de la culture ne s'est pas opérée au même moment dans les territoires de Suisse romande, le secteur des musées, comme je vous l'ai dit, étant doté depuis longtemps d'équipes structurées alors que le secteur des arts de la scène y est venu plus récemment, on assiste quand même aussi ici en Suisse au retour ou au sacre de cet intermédiaire sous la forme d'un retour du refoulé, pour reprendre la formulation explicite de Jean Caunes. Ce besoin de repositionnement sociétal interroge, donc sans épargner, les artisans de la musique, les pédagogues, comme les interprètes, eux qui estiment parfois pouvoir œuvrer dans un champ indépendant qui leur appartient, mais qui en même temps sollicitent de l'aide ou des fonds publics. Nous rappelant finalement une maxime de Malraux qui disait que le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, mais celui de la métamorphose. Et aujourd'hui, encore une fois, on arrive parfois, dans le monde de la musique, à des paradoxes, notamment celui-là. Je demande des fonds publics, mais je peux parfois résister aussi à donner une notion de service public. Comme nous l'avons constaté, ce contexte aussi réinterroge la place, donc, et la fonction de l'art, la place de la musique et des musiciens dans une société, tout en questionnant des nouveaux usages. Ainsi, si le seul objectif de l'excellence,
n'est plus forcément socialement acceptable, le développement de nouvelles compétences revêt une importance inédite, mettant en jeu la responsabilité de l'enseignement initial donné aux futurs professionnels, ainsi que le développement et le soutien des professionnels en place. C'est donc une mission toute trouvée pour l'IRPM, car ce n'est encore une fois pas parce que les missions changent que les acteurs du secteur acquièrent les compétences instantanément. Si l'on considère que la médiation doit faire partie du profil professionnel du métier, le défi est donc alors d'identifier la zone de confort des musiciens pour agir en tant que médiateurs artistiques de l'intérieur, en parlant de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils savent donner, en s'appuyant sur des logiques spécifiques d'intervention favorisant l'expérience. Le musicien doit pouvoir être formé, recourir à des outils tout en restant libre de s'engager ou non dans cette démarche. Et c'est de cette manière et sur ces constats que la médiation de la musique a fait son entrée ici à la Haute École de Musique, se déclinant en différents apports, au niveau d'apport théorique, mais également au niveau d'apport pratique. En Suisse, donc, les cantons et les villes ont développé divers dispositifs ces dernières années autour de la démocratisation culturelle, des plateformes et des services d'accueil des publics, la définition de lignes stratégiques, la réalisation de programmes d'action ou encore l'intégration de la médiation dans 2 nouvelles lois. Pas un secteur, pas une institution, pas un lieu culturel, quelle que soit sa taille, ne semble aujourd'hui pouvoir l'ignorer. Et parce que les hautes écoles de musique ont pris une dimension universitaire, une dimension tertiaire, elles ont accepté la responsabilité de la professionnalisation. Alors, elles ont accepté de s'inscrire dans une démarche de réflexion permanente sur le sens, sur les débouchés, sur la connexion entre les pratiques du métier et la théorie enseignée, entre les pratiques du métier et l'évolution de la société, entre les pratiques du métier et les réalités du terrain. Voilà sans doute quelques interrogations qui soulignent l'importance et la nécessité de se questionner sur les enjeux des métiers artistiques et qui retracent une réalité d'une société complexe et en mouvement, car en définitive, les multiples formes que revêtent les définitions de la médiation, la résistance et les enjeux qu'elle soulève, finalement ne posent-elles pas simplement la question plus générale de la condition et de la mutation de la culture aujourd'hui ? J'ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je reste à votre disposition si vous avez quelques questions. Vous avez des questions ? Oui, mademoiselle ? Alors moi, il y a une phrase qui m'a interpellée, je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai pas comprise, ou parce que vous avez dit le besoin urgent de remettre à sa place la musique classique dans la société. Alors déjà, c'est quelle est la place de la musique classique dans la société et pourquoi que la musique classique ? Bah, c'est bien, il me reste juste 5 minutes. J'essaie de rassembler mes idées. C'est bien, je vous remercie. Oui, je vais prendre un peu de... Je pense que la réponse la plus directe que je vais vous donner, c'est le rapport au public. Je veux dire, on voit bien aujourd'hui les désaffections de public dans les salles de concert. On voit bien que aujourd'hui, la musique, d'abord dans sa consommation, même si c'est un mot un peu, voilà, dans sa consommation, est parfois mise en péril. On voit bien qu'on a de plus en plus de gens qui pensent que c'est pas fait pour eux. On voit bien aussi que, voilà, on a une certaine... C'est ça qui me fait dire la déconnexion de la musique classique dans la société. On n'a pas forcément aujourd'hui le réflexe d'aller, vous le savez bien, de pousser les portes d'une salle de concert parce qu'on pense que c'est fait pour les autres. Et alors que, voilà, c'est une des missions pour moi essentielles de la médiation de la musique et de la sensibilisation qu'on peut apporter, notamment par le public scolaire. C'est celle de montrer que c'est pas forcément fait pour les autres et de montrer que de cultiver du goût pour peut-être que ça nous manque un peu plus tard, mais en tout cas qu'on pense et qu'on sente que c'est juste normal d'écouter de la musique.